Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats de la Haute Assemblée. Et ça y est, le Sénat est arrivé à mi-parcours de son marathon budgétaire. Il a adopté hier la première partie du budget 2019 qui concerne les impôts, les taxes et les recettes de l'État. Hier soir, les sénateurs ont procédé à une seconde délibération sur un amendement autour de l'indemnité des élus locaux, l'amendement de la discorde entre les sénateurs et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action des Comptes Publics avait posté un tweet très critique sur les réseaux sociaux vendredi dernier, alors qu'il aurait dû être dans l'hémicycle. Ce tweet avait mis en colère les sénateurs et provoqué une interruption de l'examen du budget pendant 2 jours. Cet amendement, dans la première délibération, offrait une déduction d'impôt de 1 500 € par mois pour tous les élus locaux. L'intention des sénateurs était notamment d'aider les maires des petites communes qui ont vu leurs impôts augmenter. Et au final, hier soir, dans cette seconde délibération, les sénateurs ont recentré cette déduction fiscale pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Et dans le reste du budget, les sénateurs ont supprimé les taxes perçues par l'État sur les tickets vendus lors du loto du patrimoine. 20 millions d'euros supplémentaires devraient être reversés à la Fondation du patrimoine, défendue par l'animateur Stéphane Bern. Les sénateurs ont également réduit certains taux de TVA, par exemple pour les agences de presse, mais aussi pour certains produits de première nécessité, comme les couches pour les nourrissons et les produits permettant de lutter contre l'incontinence urinaire. Le débat sur le budget 2019, c'est tout de suite. En application de l'article 47 bis, alinéa 1 du règlement, la Commission des finances demande au Sénat qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 2 bis grand B. La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par la Commission des finances. Conformément à l'article 43, alinéa 5 de notre règlement, lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission qui doit présenter un nouveau rapport. La Commission est-elle en mesure de présenter un rapport? Nous entamons donc la discussion de la seconde délibération. L'amendement est en train de vous être distribué, mes chers collègues. Il s'agit de l'amendement A1. Donc l'amendement A1 revient en partie sur le vote du Sénat concernant l'article 2 bis B. Donc... Simplement que tout le monde puisse savoir le document. Qui ne l'a pas? Voilà, je vous invite à le présenter, monsieur le rapporteur général. Donc, par cet amendement A1, qui a été adopté par la Commission des finances, nous revenons en partie sur le vote à l'article 2 bis B que nous avons adopté en première partie. Cette question vise à corriger, à revenir sur la forte augmentation de l'imposition sur les revenus de certains élus locaux, les élus notamment des élus communaux des communes de moins de 3 500 habitants, dès lors qu'ils ne bénéficient pas de remboursement de frais. Donc la contrepartie est une contrepartie fiscale à cette absence de remboursement de frais. Donc c'est un dispositif qui est conforme à la fois au souhait du Sénat et qui exprime également la position du gouvernement telle qu'elle a été rappelée lors des questions d'actualité où le souhait du gouvernement était d'arriver à un régime qui permettait une incitation de 1 500 € d'habitement pour les élus des plus petites communes. Donc je demande donc au Sénat d'adopter cet amendement A1 qui corrige l'article 2 bis B. Je précise également, mais peut-être le ministre le redira-t-il aussi, puisque nous avons eu un débat sur l'article 2 bis B, que cet amendement n'épuise en rien le sujet des conditions d'exercice des élus locaux. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels d'ailleurs le Sénat, plusieurs propositions de loi sont intervenues, plusieurs propositions à la délégation, plusieurs propositions des uns et des autres, de nombreuses questions sont intervenues. La question du statut des élus est une question qui est évidemment extrêmement importante, qui, vous l'avez dit les uns et les autres, Julien Bargeton, membre de la majorité, l'a dit aussi, je partage son analyse, qui doit être revu notamment du fait de l'absence de cumul de mandats, qui amène un certain nombre d'élus à avoir des rémunérations qui sont parfois liées à un seul mandat. Et donc c'est une question qui sera sans doute revue, mais par cet amendement, nous corrigeons une injustice fiscale et nous essayons de revenir autant que possible à la situation antérieure. C'est la raison pour laquelle je propose cet amendement de A1. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement? Merci Madame la Présidente. La seconde délibération demandée par la Commission des finances est de droit. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, et le gouvernement prend acte à la fois de la demande et de la responsabilité du Sénat de présenter cette seconde délibération à ce moment. J'ai eu l'occasion, au moment de l'examen de l'article 2 bis A1, 2 bis
B, et de l'amendement qui avait été adopté de dire la position du gouvernement. Le gouvernement est ouvert, et l'a rappelé par la voix du ministre des Relations avec le Parlement la semaine dernière, ainsi que par un courrier du Premier ministre au président de votre Assemblée, à travailler à l'amélioration des conditions d'exercice du mandat. Nous considérons comme vous que la question fiscale, comme la question indemnitaire, n'épuise pas le sujet du statut de l'élu et n'épuise pas même la question des conditions d'exercice du mandat. Nous pensons qu'il y a des éléments autour de la protection sociale, nous pensons qu'il y a des éléments autour de la formation, du reclassement, de l'accompagnement, de la diversification des profils de celles et ceux qui candidatent à une élection et qui exercent les responsabilités. Nous avons eu l'occasion de dire, et je l'ai dit vendredi dernier, si je ne m'abuse, que nous aurions préféré, s'il nous aurait paru plus opportun, y compris eu égard à l'actualité, que cette question soit abordée de manière globale, à l'occasion d'un texte auquel travaille la ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, s'appuyant d'ailleurs sur les travaux et les conclusions des travaux de la délégation aux collectivités du Sénat. Cela nous paraissait plus opportun, à la fois en termes de cohérence et de lisibilité du dispositif, mais eu égard aussi, je l'ai dit, à l'actualité, au mouvement qui a été maintes fois rappelé dans cet hémicycle des Gilets jaunes. Le Sénat, par la voix de la Commission des finances, fait le choix, après les discussions qui ont été menées et les échanges qui ont été menés ici et ailleurs, de présenter cet amendement en seconde délibération. Nous avions une inquiétude qui a été évoquée au cours des débats, eu égard au principe d'égalité, et j'ai noté que vous aviez mis une condition particulière autour du fait de renoncer ou de ne pas bénéficier de dispositifs de remboursement de frais. Prenant acte de cette volonté et prenant acte du travail qui a été fait, comme cela a été évoqué, je crois, à plusieurs reprises, le gouvernement, sur cet amendement, s'en remet à la sagesse du Sénat. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à lever le gage sur cet amendement? Très bien. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Et l'article 2 bis, grand B, est ainsi rédigé. L'amendement suivant, Monsieur de Montgolfier, Monsieur le rapporteur général, au nom de la Commission des finances, le 1065. Alors, oui, cet amendement aurait pu être également présenté par le président de la Commission des finances, qui est également, avec Julien Bargeton, rapporteur du budget de la culture. Hein, donc, mais comme c'était donc il a souhaité que ce soit présenté au nom de la Commission. Vous avez entendu parler du loto du patrimoine, où les Français ont joué pour le patrimoine, mais l'État a également fait une bonne affaire en récupérant les taxes et les contributions sociales afférentes. Donc cette année, à la suite de l'intervention de Stéphane Bern, il semblerait que l'État ait assuré que les sommes allaient d'abord à ce qui est normal, le retour des joueurs, bon, parce que c'est dans un jeu on fait aussi pour jouer, et gagner, et sans doute parfois espérer gagner. Et il y a également bien sûr la rémunération de l'opérateur, de la Française des Jeux, là rien de plus normal. En revanche, il y a une part qui va à l'État et cette année par un engagement, eh bien la part État ira au patrimoine. Bon, nous souhaitons pérenniser cet engagement. Je pense que quand les joueurs qui ont participé au loto du patrimoine jouent, c'est pour que ça aille au patrimoine. D'autant plus qu'il y a, nous dit la Française des Jeux, des joueurs qui n'avaient pas du tout l'habitude de jouer et qui ont fait un acte volontaire en faveur du patrimoine. Alors il serait dommage que le grand gagnant de ça soit non pas le patrimoine, mais l'État. Et donc on souhaite exonérer les jeux en faveur du patrimoine de la CSG, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement au CNDS et de la taxe à la valeur ajoutée. Bon, je pense que ce serait une bonne mesure et le loto du patrimoine porterait vraiment son nom de loto du patrimoine. Merci. Monsieur le ministre, sur l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat qui a été à la fois public, à l'Assemblée et ce soir ici. Dès la mise en place du loto du patrimoine, il a été précisé que l'essentiel des sommes collectées servirait à alimenter, en tout cas à financer les gains des joueurs. Qu'une partie assez peu importante, même négligeable, servait au financement de l'opérateur et qu'ensuite il y avait une affectation au patrimoine et une affectation sous forme de taxes comme sur l'ensemble des loteries. Décision a été prise de verser au fonds spécifique qui accompagne ces rénovations de patrimoine une somme supplémentaire de 21 millions d'euros, en plus des gains liés aux seuls achats de tickets du loto du patrimoine.
vous proposez aujourd'hui de mettre en place un loto spécifique et donc des règles fiscales, en tout cas d'absence de fiscalité spécifique au loto du patrimoine. C'est un débat que nous devons avoir de manière plus large aux yeux du gouvernement. La loi Pacte sera l'occasion de revenir sur la question des lotos en général. Et donc c'est la raison pour laquelle, à ce stade et dans le débat, nous ne souhaitons pas et nous ne pouvons pas soutenir votre amendement, que nous donnons un avis défavorable, considérant que la fiscalité des loteries doit faire l'objet d'un débat plus large et que ce débat aura lieu à l'occasion de la loi Pacte. Monsieur le rapporteur général, vous êtes sollicité. Bon, c'est facile de dire qu'il y a la loi Pacte, mais la loi de finances, c'est aujourd'hui. Donc, c'est ce soir. Pardon. Oui, donc, pardon. La fiscalité, pour moi, c'est d'abord la loi de finances. Donc, on a l'occasion d'en débattre et un amendement. Je crois que, alors, certes, il y a eu cette année un engagement de reverser un fonds. Vous savez ce qu'il en est de l'annualité budgétaire. Bon, je fais qu'une confiance limitée aux engagements. Je préfère que ce soit inscrit dans la loi. Ça sera clair pour tout le monde. Je vous précise que dans d'autres pays, et le pays qui est exemplaire en la matière, c'est le Royaume-Uni, qui a un patrimoine qui est bien entretenu, parce qu'il est le principal bénéficiaire de la loterie nationale. Donc, c'est ce qui a permis de sauver le patrimoine du Royaume-Uni, qui est un exemple en la matière. Donc, je pense que quand les joueurs jouent au loto du patrimoine, ils veulent d'abord, bien sûr, espérer gagner. Ça, c'est comme le dit le slogan de la Française des Jeux, je crois que 100% des gagnants ont joué. Bon, donc ça fait partie sans doute de la règle du jeu. Mais au-delà de ça, ils espèrent manifestement apporter une aide au patrimoine, et le patrimoine qui est le plus en déshérence, qui est le plus menacé. C'est vraiment l'objet, et la convention avec la Fondation du patrimoine est de ce point de vue tout à fait exemplaire. Je crois que les objectifs qui ont été ignorés, on est vraiment sur une mission d'État. La mission de patrimoine, Victor Hugo l'a dit, il appartient peut-être à son propriétaire, mais sa vision, elle appartient à tout le monde. C'est pas exactement sa phrase, mais le patrimoine, il appartient à tout le monde, nous a dit notre ancien collègue Victor Hugo. Eh bien, je crois que c'est clairement une mission de l'État de le soutenir, et il est un petit peu anormal quand même. Je pense que les joueurs sont moyennement contents lorsqu'ils apprennent que, au-delà des joueurs, le principal gagnant, c'est les recettes, c'est le budget de l'État qui récupère ça au titre des recettes fiscales. Donc je pense que pérenniser dans la loi une exemption et faire vraiment du loto du patrimoine un loto du patrimoine, je pense que ce serait un geste de clarification. Merci. Explication de vote, Monsieur Bonhomme. Oui, mais pour revenir aux propos qui viennent d'être tenus par le rapporteur, moi je partage pleinement cet amendement dans la mesure où, de par sa nature, de par son objet, il me semble que ça le justifie à soi seul ce régime d'exonération. Puis j'ajoute un avantage, j'allais dire politique, que malheureusement le ministre n'a pas vu et qui pourtant va dans son sens, c'est que finalement l'édifice macronien n'a que 18 mois, il est presque neuf. Et sur le plan politique, il présente quelques lézardes. Donc je vous rappelle que Stéphane Bern avait même menacé il y a quelques semaines d'abandonner le navire. Donc tout ce qui peut conforter l'édifice macronien, me semble-t-il, en dehors de l'opération elle-même d'exonération qui vient favoriser le patrimoine, me semble aussi positif. C'est pour ça que peut-être le gouvernement va revenir sur cette décision. Merci. Monsieur le Président Eblé. Oui, pour explication de vote. Évidemment, lors de la construction de cet amendement, nous avons rencontré un certain nombre d'interlocuteurs, et en particulier, nous avons rencontré la Française des Jeux, qui nous a dit que la clientèle de ce loto est une clientèle tout à fait inhabituelle, que les buralistes n'avaient pas du tout l'habitude de voir sur les jeux d'argent, tirage, grattage, en aucune façon. Donc cette clientèle spécifique qui est amenée au loto en raison de la thématique patrimoniale, risquerait, si ça crédite, et dans le petit jeu de bras de fer qui a eu lieu entre le ministre Darmanin et Stéphane Bern sur cette affaire de la mobilisation financière au service du patrimoine, il y a le risque que les joueurs ne pensent que finalement, dans leur contribution, il y a une part qui va dans les caisses de l'État et pas au bénéfice de la protection patrimoniale. Donc, en introduisant pas dans un accord cette année, mais qu'en serait-il l'année prochaine, la suivante, etc. Mais en rentrant dans la loi une modalité qui fait que l'État ne perçoit plus la taxe, mais que c'est le jeu lui-même qui finance la protection patrimoniale, on apporte la garantie aux joueurs de cette affectation pleine et entière
de leur mise, mis à part la part évidemment redistribuée aux gagnants, mais sinon pour le reste, elle est affectée au patrimoine et donc elle apporte une garantie de pérennité de cet engouement d'un public spécifique sur ce jeu. C'est pour ça que c'est utile et c'est pour ça que c'est propre au loto du patrimoine et donc il n'y a aucune nécessité d'attendre je ne sais quelle problématique de nature générale. On peut délibérer sur ce plan dès aujourd'hui pour, je dirais, protéger ce loto et en quelque sorte l'isoler de l'ensemble du monde des jeux payants qui répond à d'autres problématiques et à d'autres enjeux. Merci. Madame de la Provoté. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour appuyer ce loto du patrimoine a été un formidable engouement et une modification des Françaises et des Français pour soutenir leur patrimoine et particulièrement ce petit patrimoine qu'ils se désespèrent de voir se dégrader faute de moyens et faute d'accompagnement financier. Cette mobilisation était liée au fait qu'il n'y avait pas de préjugés vis-à-vis du loto du patrimoine. C'était une envie de participer pleine et entière, comme tous, pour restaurer nos villages, pour restaurer tous ces éléments du patrimoine vernaculaire auquel on tient. Et je pense effectivement que c'est un enjeu. Il y a eu 21 millions d'euros avec ce loto du patrimoine. Si on veut que la même somme, voire plus, se réalise l'année prochaine, il faut que tous aient l'assurance qu'ils ont participé au bien commun et à la restauration de notre patrimoine. Merci. Madame Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, juste pour évidemment conforter le vote sur l'amendement de la Commission des finances et du rapporteur général, et en disant que ce loto du patrimoine n'est pas non plus arrivé par hasard. Quand vous n'avez plus de réserve parlementaire, quand toutes les dotations des territoires, des collectivités sont aussi en chute libre et quand les budgets, je dirais, sociaux des départements l'emportent sur l'entretien du patrimoine, c'est pas un luxe. C'est pas un gadget. Cet argent-là, notre patrimoine, qui est notre bien commun, on a vraiment besoin parce que les sources sont taries et que la générosité des Français sur cette opération est absolument indispensable au maintien du patrimoine. Et on a vu dans le patrimoine qui avait été choisi que par ailleurs celui qui n'avait pas été choisi avait des dégradations majeures. Donc voilà, ce n'est pas un gadget, il faut le soutenir et le pérenniser. C'est pourquoi nous allons évidemment voter cet amendement. Merci. Madame Françoise Gatel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il faut toujours un exemple pour illustrer ces explications. Donc je suis un exemple vivant, absolument, de nouveaux joueurs du loto. Je n'ai jamais joué au loto et j'ai acheté des tickets des lotos du patrimoine et le buraliste a été obligé de m'expliquer comment ça marchait. Au-delà de ça, je voudrais dire, Monsieur le Ministre, que le patrimoine, c'est non seulement un héritage, mais c'est beaucoup de territoires et de territoires ruraux, le seul levier d'avenir qu'ils ont. Je suis présidente d'une association des petites cités de caractère de France qui compte plus de 160 communes. La plupart d'entre elles ont moins de 600 habitants et leur seul levier d'avenir, c'est leur patrimoine qui est générateur d'une économie touristique non négligeable. Et quand des citoyens s'engagent pour aider l'État à assumer cette fonction qui est une fonction vraiment génératrice de ressources en matière touristique, on ne peut les fiscaliser, Monsieur le Ministre. C'est le principe de ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais fais quelque chose pour ton pays. Et moi, je pense qu'on ne peut pas confondre, Monsieur le Ministre, ce type de loto avec d'autres lotos. C'est le président de la République lui-même qui en a fait une cause nationale et qui a invité chaque Français à contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Donc soutenons les très bons citoyens. Je vous remercie. Merci. Donc si je n'ai pas d'autres explications de vote, je vais mettre cet amendement de la Commission des finances aux voix avec un avis défavorable suite à un retrait qui n'a pas été suivi du gouvernement. Donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc l'amendement est adopté. Amendement additionnel après l'article 22 bis. Je me permets, en ce début de série d'amendements sur la TVA, de vous apporter de manière un peu précise la position de la Commission des finances, parce que nous avons des amendements extrêmement variés. Il y a deux raisons pour lesquelles je souhaiterais, sur ces amendements
qui visent tous à aller vers des taux réduits de TVA, à apporter une position de la Commission qui est réticente, défavorable, non pas sur la légitimité de chacun de ces amendements, parce qu'en effet, on ne peut pas contester que ce sont des produits de première nécessité. Il y a deux raisons. La première raison, c'est évidemment une perte de recettes. Je crois que la Commission européenne nous le répète à chaque fois. La TVA, c'est peut-être l'impôt le plus fraudé, mais c'est également l'impôt le plus mité par des niches variées. Voilà, il y a énormément de taux de TVA réduits. On a d'ailleurs, monsieur le ministre Mézard, on ne sait pas très bien parfois l'impact, n'est-ce pas, sur le logement que présente un taux réduit de TVA. Donc on a parfois du mal à mesurer. Selon les heures, ça change. Selon la hauteur de la marée, ça change. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a derrière des impacts extrêmement importants qui peuvent être sur le budget de l'État. Donc évidemment, nous sommes tous, je crois, sensibles à l'équilibre de nos finances publiques et nous sommes très évidemment sensibles à la question du déficit. Et je crois que le Sénat, au moins dans sa majorité, ne souhaite pas évidemment sortir avec un solde dégradé. La deuxième raison, elle est plus pratique. Pourquoi ? Parce que nous avons des amendements divers et variés sur tous les sujets possibles et imaginables, peut-être très nombreux cette année. Et la question que je vous pose, au-delà du caractère très louable de ces amendements, c'est quel serait leur effet réel. Nous sommes sur des produits, pour certains, dont le prix unitaire est assez faible. Je prends par exemple les aliments pour les animaux domestiques. Un amendement sur les aliments pour les animaux domestiques. Pardon ? Oui, voilà. Alors, je ne sais pas que le prix d'une boîte, si je peux savoir, une boîte d'aliments pour chat, voilà, d'une grande marque de 2,50 € par exemple, voilà. Si c'est un impact de quelques centimes d'euros, je pose la question sérieusement, est-ce que l'impact de la baisse de la TVA de 10 à 5% ou sur tel ou tel produit sera répercuté sur le consommateur? Ben non, la réalité c'est que jamais de la vie, évidemment, dit le président. Mais oui, il a raison. La pratique, c'est que les distributeurs ou les producteurs en profiteront pour augmenter leurs marges et le consommateur ne s'y retrouvera pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que la baisse de recettes pour le budget de l'État sera réelle. Voilà, donc on peut se faire plaisir. Dans la pratique, vous n'aurez pas de baisse de prix. Vous vous ferez plaisir un instant et en revanche, le seul perdant sera le budget de l'État qui verra ses recettes baisser. Donc le consommateur ne s'y retrouvera pas. Pourquoi ? Parce qu'on est évidemment, par définition, sur des prix unitaires relativement faibles. Et sur ces prix unitaires, je vois mal les étiquettes valser à la baisse. Dans la pratique, les quelques centimes de gains ne seront pas répercutés sur le consommateur. Et cette analyse, elle veut aussi bien pour les couches pour nourrissons, les produits pour incontinence, l'alimentation des animaux domestiques, les voitures électriques, le bois de chauffage, les produits de biocontrôle, je cite tous les amendements, les dispositifs médicaux destinés au sport, les produits électroniques reconditionnés, les produits ayant transité par une filière de réemploi et les transports publics de voyageurs. Voici quelques-uns de ces amendements de cette année. Ma crainte, c'est qu'évidemment, si on applique ce raisonnement, vous voyez encore une fois, peu d'impact sur le consommateur. En revanche, une baisse réelle des recettes de l'État. Donc je crois que ces raisonnements me conduisent à émettre un avis défavorable que je suis désolé de vous dire un peu par anticipation. Ça vous invitera à être assez concis dans la présentation de ces amendements, si vous le voulez bien, de façon à pouvoir essayer d'achever nos travaux dans de bonnes conditions, parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous avons, je pense, des interventions utiles. Alors, le message est bien reçu, et un message de sagesse. Petite précision quand même, parce qu'il y a un amendement sur la baisse du taux applicable aux autotests du virus VIH. Cet amendement est donc applicable, c'est rentré dans notre droit, puisque avec l'article 22 bis, nous venons de l'adopter, et donc ça pérennise la baisse du taux applicable aux autotests de dépistage du VIH. Donc les auteurs des amendements sont satisfaits. Donc voilà, j'espère que vous avez, mes chers collègues, entendu ce message un peu directif compte tenu de l'heure. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur la série d'amendements présentés après le 22 bis, l'avis du gouvernement est le même que l'avis du rapporteur, pour les mêmes raisons, à la fois les problématiques liées au droit communautaire, la question des recettes et la question de l'impact réel de baisse, somme toute modeste, sur des prix unitaires qui le sont tout autant. J'allais, et Monsieur le rapporteur m'a précédé, et je l'en remercie, souligner que l'article 22 bis pérenniser la baisse du taux de TVA sur les dispositifs autotests de VIH, ce qui est une très bonne chose et cela satisfait les auteurs des amendements déposés. Donc par avance, là aussi, l'avis du gouvernement est défavorable sur l'intégralité de la série. Merci. Donc, Madame Laborde, je vous propose de
de présenter les amendements 962 et 961 en suivant, ce qui permettra de gagner du temps, n'est-ce pas? Alors, je vais le faire avec Monsieur le plaisir. rapporteur a été un petit peu long, donc soyez plus courte. Je regrette d'avoir laissé la parole, évidemment, au rapporteur et au ministre avant de défendre ces amendements. Bon, non, trêve de plaisanterie, je vais être rapide. Mais les produits pour incontinence urinaire, par exemple, sont un produit de première nécessité qui, pour moi, mérite l'application du taux de TVA à 5,5 au lieu de 20%. Il faut quand même savoir que dans les maisons de retraite, l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires. Donc c'est quand même assez énorme. Et pour mémoire, parce qu'il y a quand même des choses positives dans ma mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées, par principe d'égalité. Surtout que je vous rappellerai qu'il y a des produits strictement masculins et destinés au traitement de l'incontinence, tels que les étuis péniens, qui bénéficient aussi du taux réduit. Donc je ne vois pas pourquoi les serviettes qui servent aux femmes et aux hommes ne pourraient pas bénéficier de ce taux. Bien sûr, la réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs et qui présente une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée. Et je vais vous faire la même pour les nourrissons, puisque c'est le même problème. Je pense qu'en fait, en effet, on peut revenir aux couches en tissu que nous laverons matin et soir au lieu d'aller travailler. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc sur ces deux amendements, avis défavorable au grand regret du rapporteur général de la Commission. Monsieur le ministre, un avis défavorable avec les mêmes regrets. Merci. Donc deux avis défavorables. Le 962, je le mets aux voix avec Monsieur Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Oui, un mot là-dessus quand même, parce que la notion de produit de première nécessité quand même mérite un examen un peu plus précis. Monsieur le rapporteur nous a mis en garde contre une liste de la Prévert que je comprends parfaitement. Néanmoins, il y a 2 ans, je me souviens, en décembre 2015, 3 ans, le débat sur les tampons hygiéniques et les serviettes hygiéniques était apparu. Il était passé au Sénat et finalement, contre l'avis du gouvernement, le taux de TVA réduit était passé à 5,5. À l'époque, le ministre avait pris l'engagement d'effectivement d'éviter un écueil, celui que ce soit simplement un élément d'augmenter les marges des distributeurs et des producteurs pour les tampons et serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément si le taux de TVA réduit qui s'applique aujourd'hui a été répercuté sur le prix, moyennant quoi on ne sait pas si les femmes, dans leur vie de femmes, ont profité de cette baisse de réduction de la TVA. À l'époque, c'était évalué à entre 1 500 et 2 000 euros pour chaque femme. On ne sait pas. Donc je pense quand même qu'on peut prendre quelques garanties au point de vue du ministère qui s'assure de cette répercussion sur les prix, moyennant quoi il peut toujours modifier et prendre des mesures à l'adresse des distributeurs qui n'auraient pas joué le jeu. Quant aux couches et aux protections dans les maisons de retraite, c'est quand même un vrai sujet parce que, je veux dire, la population vieillit, c'est un équipe, enfin j'allais dire, malheureusement c'est une chose indispensable aujourd'hui à la maison de retraite. C'est quand même une mesure de dignité. Donc je pense que ce sujet-là, même si on considère qu'il est cavalier, il est au contraire quand même quelque chose d'essentiel et je pense que le gouvernement serait inspiré de s'y pencher fortement. Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions ou explications de vote? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix le 962 avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement, qui est pour. Alors, il faut compter là. 4, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Qui est contre? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Il est adopté. Le 960... Pardon, monsieur le rapporteur. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le sens de mes interventions. Je ne conteste nullement, personne ne peut contester que ces produits, comme d'autres, sont des produits de première nécessité. J'aimerais simplement qu'on ait une véritable étude, ça a été posé la question,
pour savoir, lorsqu'on a eu la baisse, notamment sur les tampons hygiéniques la dernière fois, est-ce que le consommateur en a vraiment bénéficié? Ça serait intéressant de savoir. Parce qu'avant de voter à l'aveugle là-dessus, ça c'est quand même la vraie question. Parce que si c'est juste une perte de recettes de l'État et que le bénéficiaire c'est le fabricant ou le distributeur, je pense qu'on fait tous une mauvaise affaire. Donc attention, j'aimerais que le gouvernement pour le coup nous donne des éléments. Il les a sans doute pas à l'instant, mais c'est quand même la vraie question. Parce que avant de dire on va perdre tant de millions, et à force de miter nos recettes fiscales, il faut se poser la question, qui bénéficie de cette baisse de TVA? Moi, j'ai pas... Non, parce que, attendez, quand il s'agit de quelques centimes, c'est quand même la réalité des choses. Lorsque vous êtes sur des produits avec des prix unitaires plus élevés, un véhicule, un changement de TVA, ça se voit forcément. Lorsque vous jouez sur quelques centimes, je n'ai pas certain que le consommateur en soit le bénéficiaire. Donc ça mériterait, et je vous invite à bien réfléchir avant de se faire plaisir comme ça sur chacun des amendements. J'aimerais que vous y réfléchissiez à 2 fois et qu'on ait un véritable... Moi, je suis prêt à ce débat. Est-ce que le consommateur en est bénéficiaire? Je n'ai pas, pour à ce stade, la certitude. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets maintenant aux voix le 961 avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est pour le 961? Alors, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il est adopté. Il est adopté. Donc, on arrive au 953 rectifié, monsieur Grémillet. Oui, monsieur le Président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Là, il s'agit tout simplement d'éviter une distorsion de concurrence. Nous avons un taux réduit concernant tous les produits utilisés, produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture biologique. Aujourd'hui, on a pris un certain nombre d'interdictions d'un certain nombre de molécules de produits phytosanitaires. Il s'agit de mettre dans la même situation de taux de TVA pour les produits de biocontrôle, de manière à qu'il y ait équité sur le marché et surtout de donner une dynamique et une réponse aux agriculteurs concernant la diminution des molécules utilisées au niveau de l'agriculture. Donc là, c'est un véritable sujet bien plus important qu'on veut bien croire. Il s'agit de mettre au même niveau de concurrence ceux qui sont en agriculture biologique et ceux qui utilisent des produits de biocontrôle non certifiés agriculture biologique. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Cet amendement est un peu plus de temps pour la discussion la dernière, et j'avais évoqué l'impact sur les prix, parce que j'avais regardé le prix d'un produit de biocontrôle. Est-ce que la question a été posée, est-ce que les industriels vont répercuter la baisse de prix? Voilà, c'est là-dessus que j'ai le plus grand doute. Et avant d'aller voter un peu à l'aveugle, ces baisses de taux de TVA, moi j'aimerais pour le coup qu'on ait une étude du gouvernement. On a eu des exemples où le taux de TVA est baissé. Est-ce que le consommateur s'est retrouvé dans les prix? Ça vaudrait la peine de regarder, qu'on ait une étude de la DGCCRF, qu'on regarde, puisqu'ils suivent, ou statistiquement, ou l'INSEE, qu'on regarde les prix des produits avant, après. Est-ce que le consommateur a bénéficié de la baisse de la TVA? Moi, j'ai le plus grand doute, et c'est la raison pour laquelle j'ai la réticence à l'égard de ce type d'amendement, quel que soit par ailleurs le bien fondé. Donc, avis défavorable pour les mêmes raisons que la dernière. Oui, monsieur le ministre. Je crois que de manière empirique, tout le monde sait, Monsieur le Président, que lorsque la TVA baisse, elle est moins souvent répercutée que lorsqu'elle augmente. Et donc, pour l'année prochaine et les prochains débats budgétaires, nous étaierons de manière peut-être plus illustrée cet état de fait. Merci. Monsieur Grémillet. Oui, Monsieur le Président, je suis désolé, mais on est dans le cas inverse. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, ce sont les produits biocontrôle qui sont pénalisés sur le marché. Donc, ce n'est pas un problème de TVA qui ne sera pas répercuté. C'est aujourd'hui des produits biocontrôle et on est en train de décourager des investissements en France sur des produits de substitution aux produits phytosanitaires uniquement par un problème de TVA. Je suis désolé, je le maintiens. Merci. Sur cet amendement, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'explication de vote, donc je le mets aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. C'est le 953 qui est pour. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Qui est contre? Donc il est adopté. Le 332, Monsieur Assouline. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire un plaidoyer devant notre Assemblée pour, malgré une religion relativement globale sur les taux différenciés de TVA, comprendre la cause qui est rarement défendue dans cet hémicycle des agences de presse. Les agences de presse, au moment où on parle, les fake news, etc., ce sont ceux qui fournissent de l'information professionnelle, sourcée, et au-delà de l'AFP, c'est une multitude aussi de petites agences qui ont une clientèle qui permet, en tous les cas, d'informer nos concitoyens sur l'ensemble du territoire de façon plus fiable que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux en général. Or, vous savez que les agences de presse bénéficiaient d'un taux de TVA de 5,5. La presse elle-même est à 2,2. Hein. Et puis, en 2012, c'est passé à 7, et puis c'est passé à 10. Je veux vous dire que ça commence à faire en sorte que ces agences n'ont plus de moyens de vivre, pour la raison suivante. C'est qu'on considérait qu'à partir du moment où la presse qui bénéficie des agences, qui sont les clients des agences, était à 2,2, c'était pas la peine de les mettre aussi à 2,2 parce que ça faisait une double réduction. Sauf qu'il y a 20% des clients de ces agences qui ne bénéficient d'aucune baisse de TVA parce que ce sont des radios associatives, ce sont des collectivités territoriales, ce sont tout un tas d'organismes, en tous les cas, qui utilisent ces informations, mais elles qui ne bénéficient pas de ça. Et c'est un chiffre d'affaires qui est important, c'est 122 millions pour les agences de presse, de clients qui ne bénéficient pas de cela. Or, aujourd'hui, elles se tournent vers les agences et elles disent « Nous, on ne veut pas subir votre augmentation de TVA à 10%, donc vous baissez vos tarifs. » Or, aujourd'hui, ces agences de presse sont menacées. On devrait les aider plus que de leur accroître la charge. Pourquoi? Parce que les GAFA, notamment dont on parle beaucoup ici, viennent piller de la production d'informations qu'ils ne payent pas puisqu'ils sont assujettis à aucune obligation pour payer. J'espère que ça va se rectifier. J'ai proposé un texte de loi qui peut-être arrivera dans cet hémicycle, qui essaye de régler cette question. Donc, en attendant, ne les affaiblissons pas. Je demande, je supplie, et le gouvernement et le rapporteur, d'accepter quelque chose qui coûterait au maximum 6 millions à l'État, au maximum, mais qui soulagerait un secteur dont on a bien besoin aujourd'hui, le secteur de l'information. Merci. Sur cette demande spécifique, monsieur le rapporteur. Le Sénat avait émis la dernière un avis défavorable, mais quand les arguments, je fais entendre le gouvernement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai indiqué tout à l'heure, un avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Ça n'exclut pas d'entendre les arguments développés par le sénateur Assouline. Et je pense que Franck Riester sera attentif à regarder cette question des agences de presse. Mais en l'état, je dois en rester à l'avis que j'indiquais tout à l'heure. Merci. Monsieur Assouline, explication de vote. Oui, on peut être les bras ballants, nous, parce que le gouvernement n'est pas complètement prêt, donc il nous demande d'attendre, mais c'est maintenant qu'on décide. Pour le Sénat, après, de toute façon, à l'Assemblée, on sait ce qu'elle fera. Et très franchement, j'ai besoin d'arguments, mais pas de « c'est comme ça, on est contre tout, les taux, etc. » Là, franchement, nous sommes devant quelque chose d'injuste et nous avons tous intérêt, surtout dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, de conforter des secteurs qui, parce qu'ils travaillent de façon professionnelle à l'information et qu'ils sont tenus, on peut les critiquer, à quelque chose de fiable et qu'il faudra renforcer encore, on en discute avec différentes propositions, comment rendre encore plus fiable. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est une injustice. Ils sont à 10. Sachez que le Figaro, Le Monde, etc. est à 2,2 et qu'on avait gagné de haute lutte que la presse en ligne soit à 2,2. Alors, bien entendu, quand le CSA dit aux radios de variété tout, vous avez une obligation de faire de l'information, toutes ces radios associatives, c'est bien. Il faut quand même que sur toute média reconnu, eh bien, il puisse y avoir des éléments d'information. Mais ces radios associatives, elles se tournent vers qui? Vers ces petites agences.
Et maintenant, ces agences disent, on nous a augmenté le taux de TVA, on vous augmente. Et eux disent non, ben on va partir ailleurs. Et partir ailleurs, c'est quoi? C'est aller prendre de l'information de n'importe quoi, et notamment de ceux qui ont déjà pillé l'information des agences de presse, pour pouvoir alimenter les choses. Donc, je vous demande au moins une sagesse, Monsieur le Président de la Commission, et je demande en tous les cas à l'ensemble de mes collègues de se ranger à mes arguments, parce que c'est un enjeu qui apparaît mineur, mais qui est majeur dans le contexte actuel. Merci. Madame Nathalie Goulet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je ne suis pas toujours d'accord avec Monsieur Assouline, mais surtout pour les aides à la presse. Mais là, je pense qu'il faut aussi avoir une logique. On a balayé d'un revers de main ce texte absurde sur les fake news. Je pense que les agences de presse sont une source précisément d'informations fiables. On parle de l'AFP, mais il y en a d'autres. Et moi, je trouve que dans cette période où tout le monde dit tout et n'importe quoi, on a absolument besoin de les soutenir. Moi, je soutiendrai cet amendement dès demain. Merci. Donc, pas d'autres interventions. Donc, je mets aux voix. Les avis restent les mêmes, Monsieur le rapporteur général. Négatif. C'est l'avis de la commission. Donc, je vais mettre aux voix qui est pour 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 6. L'amendement est adopté. Alors, 3 amendements identiques. Monsieur Xavier Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Lors de la création du régime de TVA sur les opérations en bail réel solidaire en 2017, il y a eu un défaut de conception lié à une mauvaise appréhension de ce mécanisme qui était à l'époque tout nouveau. Aujourd'hui, nous avons du recul nécessaire pour ajuster le dispositif et éviter, dans certains cas, la non-application in fine du taux de TVA réduit aux acquéreurs. Concrètement, lorsqu'on est dans le cas d'un organisme foncier solidaire qui achète directement des logements neufs à un promoteur, la loi lui permet d'acheter ces logements au taux de 5,5, mais ne lui permet pas d'appliquer ce même taux lorsqu'il les revend au ménage, ce qui supprime du coup tout l'intérêt du taux réduit, puisque dans ce cas, le ménage achètera son logement au taux de 20%. La finalité du bail réel solidaire, c'est bien de favoriser l'accession sociale à la propriété. Il n'est donc pas cohérent, s'agissant du même logement, que 2 taux de TVA différents s'appliquent. Notre amendement propose donc d'ajuster la règle fiscale pour lui donner toute son efficacité et j'appelle vraiment à la sagesse de l'Assemblée. Merci. Amendement identique, Madame Marie-Noëlle Lienemann. Juste pour compléter, je rappelle aux collègues que le bail réel solidaire, c'est le foncier dissocié. C'est-à-dire qu'il y a un office foncier qui achète et puis ensuite il y a un constructeur qui réalise où on transforme des locaux. Donc dans l'état d'esprit du législateur et l'idée, c'était que ce soit 5,5 globalement, permettant, comme toutes les autres accessions sociales, d'être à 5,5. Le seul problème, c'est que le mécanisme est tel qu'on n'a pas suffisamment balisé tous les secteurs dans lesquels les 5,5 devaient s'appliquer. Monsieur Iacovelli les a bien expliqués. On peut acheter, un office achète et revend forcément, puisque par principe c'est de mettre un bail. Et là, l'office à 5,5, mais il ne peut pas revendre à 5,5. Deuxième cas de figure, il achète à 5,5, il doit aménager le terrain, faire des travaux pour qu'ensuite, ou rénover, et sur les travaux et l'aménagement, il n'a pas les 5,5. Donc en fait, l'état d'esprit général n'a pas été suffisamment précis dans la mise en œuvre de la disposition, et il faut l'être pour être sûr d'atteindre l'objectif qui s'était fixé à l'origine. Merci. Amendement identique, Monsieur Dominique Delège. Il est défendu. Donc l'avis du rapporteur général. La Commission souhaite entendre le gouvernement dans la mesure où l'analyse est que les organismes de foncier solidaire bénéficient déjà, que ça a été dit, du taux réduit de TVA de 5,5 pour l'acquisition du terrain à bâtir ou du logement neuf sur lequel il va conclure ce fameux bail réel solidaire. Mais est-ce que ou pas, pardon, la question qui se pose, pardon, est-ce que ce taux réduit s'applique également
d'ores et déjà sur les redevances que le preneur verse en contrepartie de l'occupation du terrain. Donc c'est une question... Oui, on a compris, mais voilà, est-ce que là, je ne sais pas si la doctrine fiscale ou si la personne d'administration considère que, est-ce que c'est pas déjà couvert? C'est une question qui se pose. Est-ce bien nécessaire, en tous les cas, de modifier la loi? C'est la question, c'est la raison pour laquelle souhaite entendre le gouvernement. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, le taux réduit de 5,5% de la TVA s'applique déjà, cela a été dit, aux livraisons de terrains à bâtir et d'immeubles à l'OFS et aux cessions de droits réels immobiliers par le preneur opérateur titulaire du bail réel et solidaire, le BRS, à l'accédant. Le régime des BRS est un dispositif récent et dans une optique de lisibilité, de stabilité de la norme fiscale, en l'absence du recul nécessaire, le gouvernement considère comme non opportun de le modifier dès à présent. Et j'ajoute qu'un taux réduit de 5,5 sur la redevance de mise à disposition du terrain ne nous semble pas cohérent avec le taux de 10% frappant la location de logements sociaux. Sagesse de la commission. Sagesse. Donc, bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je mets l'amendement aux voix avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ces amendements sont adoptés. Et voilà pour ces débats du Sénat hier sur le budget 2019. Et ça y est, le Sénat a adopté la première partie de ce projet de loi de finances qui concerne les impôts, les taxes et les recettes de l'État. Et en plein mouvement des Gilets jaunes, les sénateurs ont gelé la hausse des taxes sur les carburants pendant 3 ans. Une manière d'apaiser la colère des Gilets jaunes et de rouvrir le débat sur une fiscalité écologique plus juste. À noter que les sénateurs ont montré que cette hausse de taxes sur les carburants ne financera pas l'écologie, mais va bien renflouer le budget de l'État. Notez aussi que les sénateurs ont voté quelques assouplissements de l'impôt sur la fortune immobilière et ont supprimé le crédit d'impôt de 5 € par nuit pour héberger un réfugié. Tout de suite, les explications de vote sur le budget 2019. Avant de passer au vote sur l'ensemble de la première partie, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. Je rappelle au Sénat que, conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et à l'article 47 bis alinéa 2 de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat, décidée par la Conférence des présidents, chacun des groupes dispose de 5 minutes pour ces explications de vote, à raison d'un orateur par groupe, l'orateur des sénateurs non inscrits disposant de 3 minutes. À présent, la parole est à Monsieur Rémi Féraud pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues, l'examen de la première partie du budget s'est fait dans un contexte particulièrement troublé, nous l'avons longuement évoqué, mais surtout sur le fond. Nous pensons que ce budget ne répond pas à la colère qui s'exprime en ce moment dans notre pays. Alors que ce conflit des Gilets jaunes, quoi qu'on en pense et quelles que soient ses contradictions, devrait être une alerte et avoir des conséquences concrètes, la réponse du gouvernement, c'est « je vous ai entendu, mais je ne changerai rien » et ce budget en est l'illustration. Est-ce bien raisonnable? Est-ce responsable? Alors oui, des améliorations ponctuelles ont été apportées par le Sénat au cours de l'examen des articles, face notamment à un gouvernement qui peinait à justifier la pertinence de ces mesures. Nous avons par exemple réussi à rendre moins violent le coup de massue fiscal porté à nos compatriotes d'outre-mer en étalant sur 2 ans l'augmentation vertigineuse de l'impôt sur le revenu. Nous avons aussi empêché le gouvernement de supprimer arbitrairement et sans étude d'impact les dispositifs fiscaux relatifs à l'acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer. Je citerai aussi l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale
ou encore la taxation des GAFA adoptée hier soir, 2 points bien sûr très importants. Espérons que ces acquis de la discussion au Sénat ne soient pas remis en cause dans la suite de la discussion parlementaire. Mais pour l'essentiel, le compte n'y est pas. L'orientation profonde du gouvernement s'est d'ailleurs encore exprimée mardi quand, à sa demande, la majorité sénatoriale a supprimé la disposition mise en place par un député de la majorité, à son initiative en tout cas, qui visait à créer un crédit d'impôt pour l'hébergement des réfugiés. Il est quand même désolant de constater que quand un député de la majorité a une bonne idée, une idée progressiste et pragmatique, le gouvernement fait appel à la majorité sénatoriale pour la supprimer. Enfin, en ce qui concerne le sujet principal qui nous anime en ce moment, la fiscalité énergétique, le Sénat a choisi de revenir sur la hausse des taxes sur les carburants prévue au début de l'année 2019. Dans la situation d'impasse dans laquelle s'est mis le gouvernement, cette solution est certainement sage et elle vaut mieux que la rigidité et l'entêtement avec tous les risques que ceci comporte. Cependant, beaucoup d'autres pistes étaient également ouvertes et, Monsieur le ministre, vous les avez malheureusement toutes refermées. Retour à la trajectoire définie dans la loi de 2015, recettes supplémentaires des taxes sur l'énergie mises au service de la transition énergétique plutôt que d'être affectées au budget général de l'État, un accompagnement beaucoup plus important des plus modestes pour faire face à la transition énergétique ou la mise en place d'une grande conférence nationale sur le pouvoir d'achat et la fiscalité écologique, tout a été rejeté. La seule mesure retenue sera peut-être celle concernant la TICPE flottante, et encore là, elle aura été retenue peut-être bien à votre insu, puisque le président de la République l'a annoncé avant-hier, mais la veille, elle n'avait pas été adoptée ici, car lors de l'examen de notre amendement, le gouvernement l'avait jugée sans intérêt. Nous le voyons bien, tout cela relève de l'improvisation et du bricolage. En réalité, dans la crise actuelle, la fiscalité écologique qui pèse lourdement sur les plus modestes et les plus dépendants à la voiture est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'une succession d'injustices dont la première étape et la plus marquante a été la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax l'an dernier. Vous légitimiez ces mesures en faveur des plus riches par le ruissellement qu'elles entraîneraient, mais aujourd'hui, 1 an après, en guise de ruissellement, nous avons la sécheresse. Alors face à cet échec manifeste, notre président de groupe Patrick Kanner a défendu le rétablissement de l'ISF hier. Vous l'avez bien sûr refusé, mais dans le même temps, vous continuez la baisse des APL, l'asphyxie des organismes HLM, le gel du point d'indice des fonctionnaires, l'augmentation de la CSG avec les conséquences que l'on sait sur le pouvoir d'achat des retraités. Cette injustice, ce traitement d'écart permanent, c'est pour l'instant la marque de votre quinquennat. Alors, Monsieur le ministre, cela ne vous surprendra pas, le groupe socialiste votera contre cette première partie du projet de loi de finances. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier. Pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Au terme de l'examen de la première partie de ce projet de loi de finances pour 2019, nous pouvons déjà relever la densité particulière de nos débats, avec plus de 1000 amendements déposés rien que sur cette partie. Certes, les gazouillis du ministre de l'Action et des Comptes publics auront quelque peu bouleversé le week-end dernier l'organisation de nos débats. Mais l'incident est clos, chacun ayant dit ce qu'il devait dire. Gageons qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de l'emprise et de l'immédiatité des réseaux sociaux qui se conjuguent difficilement avec les contraintes toujours plus fortes du calendrier parlementaire. Les travaux de cette semaine n'auront pas été moins riches. Au premier rang, il faut parler bien sûr de la fiscalité énergétique.
Au moment où la mobilisation et le mécontentement exprimés par le mouvement des Gilets jaunes posent un défi inédit au gouvernement, le Sénat a fait le choix de geler la trajectoire de hausse de la taxe sur les carburants. Un choix cohérent pour la majorité, il est vrai, puisqu'il avait déjà été proposé l'an dernier. Rappelons que la hausse de la fiscalité des carburants, qui suscite aujourd'hui tant d'opposition, avait été l'une des mesures fortes du budget voté l'an dernier, comme d'autres mesures telles que le dégrèvement de la taxe d'habitation ou la baisse de l'impôt sur les sociétés, si bien que le texte que nous examinons aujourd'hui ne porte pas directement sur elle. Conscient de l'urgence climatique, mais aussi des tensions qui s'expriment, le RDSE reste attentif à l'acceptabilité des réformes. Nous avions exprimé notre opposition à la mise en œuvre de la limitation à 80 à l'heure, mesure toujours aussi mal acceptée, notamment dans les territoires ruraux et éloignés des grands centres urbains qui n'ont d'autre choix que celui de la voiture. Certains de nos collègues ont proposé cette année de maintenir le tarif réduit sur le gazole non routier, dont la suppression programmée risquait d'avoir un effet dommageable sur les PME. Mon groupe peut également se réjouir de l'adoption de nos amendements sur l'exemplarité fiscale des sportifs de haut niveau, portés par Jean-Marc Gabouty, sur l'encouragement des biocarburants, notamment le B10, ou encore sur la lutte sur la fraude fiscale complexe à l'initiative de la Commission des finances. Ont été également adoptés des amendements dans le domaine agricole, comme l'adaptation de l'épargne de précaution aux spécificités des groupements agricoles, sur les couches pour les nourrissons, ou encore sur la préservation de la transmission du foncier dans le cadre familial, cher à notre collègue Nathalie Delattre. Enfin, un amendement de nature à encourager la trufficulture et les plantations nouvelles a été voté, ces cultures, donc trufficulture, de plus en plus concurrencées par les productions étrangères. Les débats sont également concentrés sur la fiscalité locale, comme des sujets plus arides comme la taxe générale sur l'activité polluante ou encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui revêtent une grande importance pour les collectivités. Tous ceux parmi nous qui ont été amenés à aborder ces questions dans le cadre d'un mandat local le savent bien. Je salue enfin le maintien de la taxe sur les friches commerciales, afin de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, notamment en centre-ville. L'adaptation de la redevance sur les concessions électriques, cher Monsieur le ministre Mézard, permettra ainsi de dégager des recettes pour l'État et les collectivités. Enfin, les gestes fiscaux consentis à l'île de Saint-Martin contribueront, n'en doutons pas, à la reconstruction de ce territoire durement touché l'an dernier par l'ouragan Irma. Soucieux de donner au Sénat les moyens d'examiner ces dispositions de la seconde partie du projet de loi de finances et reconnaissant des amendements adoptés par cette Assemblée, la majorité d'entre nous ne s'opposera pas à l'adoption de cette première partie. Nous ne pouvons toutefois approuver un texte qui bouleverse l'équilibre initial souhaité par le gouvernement, et ainsi la majorité des membres du groupe RDSE s'abstiendra sur le vote de la première partie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Delcros. Pour 5 minutes également. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, nous partageons de nombreuses orientations de la première partie du budget 2019 que vous nous avez présentée. Nous approuvons par exemple les efforts qui sont faits pour améliorer nos comptes publics, même si nous savons que ça n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin et qu'il faut maintenir le cap du désendettement de notre pays. Ce projet de loi de finances traduit tout de même une réelle avancée que nous voulons saluer. La stabilisation des dotations aux collectivités, la DGF, pour la deuxième année consécutive, le remplacement du CICE par un allègement des cotisations patronales qui nous semble plus pertinent, la modernisation de la fiscalité agricole et les mesures visant à favoriser la transmission des baux ruraux et des petites et moyennes entreprises, ou encore la suppression de plusieurs taxes à faible rendement et bien d'autres mesures encore. Toutefois, le Sénat a souhaité faire évoluer le texte sur plusieurs dispositions qui nous semblent importantes et qui ont d'ailleurs pour beaucoup su rassembler sur tous les bancs. Je me contenterai de revenir sur quelques-unes d'entre elles.
Les taxes incitatives en faveur de la préservation de notre environnement et de la transition énergétique, sujet crucial s'il en est. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, elles peuvent être un levier efficace pour changer les comportements et réussir la nécessaire transition énergétique de notre pays. Mais pour cela, elles doivent obligatoirement s'accompagner d'une offre alternative et que lorsque l'offre alternative existe, qu'elle soit accessible à tous. C'est la raison pour laquelle nous proposons non pas de supprimer la part carbone de la TICPE, parce qu'il serait irresponsable de revenir sur le processus d'abandon des énergies fossiles, mais de suspendre sa hausse. Dans la même logique, nous avons adopté le principe d'une franchise pour éviter que soit soumise à la taxe, à la hausse de la TGAP, pour simplifier, la part des déchets pour lesquels il n'existe pas de filière de valorisation. Enfin, nous avons souhaité assouplir la mesure sur le gasoil non routier dont l'application dès le 1er janvier 2019 nous semblait brutale, en particulier pour les TPE et PME. Autre sujet ayant son importance, les accueillants familiaux. La suppression de l'exonération à l'impôt sur le revenu pour les locations en meublé d'une partie de la résidence principale, votée à l'Assemblée nationale, soulevait le problème des accueillants familiaux qui offrent un service essentiel en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées. Nous avons donc rétabli cette exonération pour ne pas affaiblir l'attractivité des missions confiées aux accueillants familiaux dont nous avons besoin. S'agissant de la lutte contre l'arbitrage des dividendes, un travail transpartisan a été mené par notre Assemblée en matière de lutte contre l'arbitrage des dividendes qui nous prive chaque année d'au moins 1 milliard d'euros de recettes fiscales. Je tiens enfin à saluer l'adoption d'une mesure qui a été prise à l'initiative du groupe de l'Union centriste, l'exonération totale de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission des entreprises au sein du cadre familial. L'enjeu n'est pas seulement celui du dynamisme économique, il est aussi, et peut-être avant tout, celui de l'aménagement de nos territoires. Monsieur le ministre, sur cette première partie du PLF, le Sénat a été, je crois, au rendez-vous, en réalisant un travail de fond et en faisant évoluer le texte dans le sens qui nous semble être celui de l'intérêt général. C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste émettra un avis favorable. La parole est à Monsieur Emmanuel Capus pour 5 minutes également. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, nous arrivons au terme de nos débats sur la première partie du PLF. Ils ont été riches, animés, enflammés même parfois, mais toujours respectueux des personnes. Ils ont eu lieu dans un contexte particulier de climat social dégradé et de pression politique forte sur l'exécutif comme sur le Parlement. Les Français attendaient de nous que nous adoptions une position équilibrée et responsable sur la question de la fiscalité énergétique. D'un côté, ne soyons pas démagogiques. Les Français savent, et nous savons tous ici, qu'il est urgent de changer de modèle de société. C'est une nécessité non seulement économique, mais également politique et sociale. C'est une urgence pour notre pays et nos citoyens. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Néanmoins, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et écouter ce que nous disent les Français. Que nous disent-ils? Ils nous demandent de ne pas aller trop vite. Ils nous demandent de leur expliquer où nous allons. Ils nous demandent une écologie du quotidien et proche des territoires, une écologie qui protège les plus fragiles, pas une écologie qui les écrase. Ne nous y trompons pas. Les appels des assemblées populaires, les appels à une démocratie directe, questionnent la légitimité du Parlement. Nous devons montrer aux Français que nous les écoutons et que nous sommes leurs dignes représentants.
Au demeurant, les Français ne demandent que l'application en réalité de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. C'est exactement le sujet. Je crois que dans l'ensemble, notre Assemblée a fait preuve de ses qualités d'écoute et a œuvré avec pragmatisme. Nous avons supprimé les hausses de taxes sur le gazole en revenant à une autorisation annuelle de la trajectoire carbone. C'est une bonne chose. Nous avons sécurisé le régime fiscal applicable au biogaz pour faciliter la transition énergétique. Nous avons également aménagé la hausse de la fiscalité sur le GNR en protégeant les plus petites entreprises. Notre groupe avait défendu la suppression pure et simple de l'article 19, vous le savez. En effet, en l'absence d'alternative, il nous semble que cette hausse de taxes n'a pas d'impact écologique immédiat. La mesure de protection des PME que nous avons adoptée, dont je soutiens l'esprit, entraînera des effets de seuil qui risquent de dégrader l'environnement concurrentiel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La suppression pure et simple, suivie d'une concertation avec les entreprises et les collectivités concernées, nous aurait paru préférable. Sur les autres mesures de cette première partie, le Sénat a contribué à enrichir le texte du gouvernement. Je pense à notre amendement collectif relatif à la lutte contre la fraude, issu des travaux de notre groupe de suivi. Je pense également à la fiscalité des brevets et de l'innovation. Je pense à la fiscalité des entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers. Nous avons par exemple sécurisé le paiement à la source dans le secteur, le prélèvement à la source, dans le secteur du spectacle vivant. Un grand nombre d'amendements pertinents du gouvernement ont également été adoptés, marquant la volonté du Sénat de co-construire le texte. Si ces ajouts n'enlèvent rien aux remarques que nous avions pu faire en discussion générale sur la dépense publique, sur le déficit structurel et sur la dette publique, elles marquent toutefois une amélioration du texte qui va dans le bon sens. Notre groupe votera donc dans sa grande majorité cette première partie modifiée par notre Assemblée. Certes, tout ne nous convient pas, mais en cette période de crise politique et sociale profonde, il nous semble important de soutenir un budget plus conforme aux attentes des Français, qui ne renonce pas pour autant aux ambitions légitimes du gouvernement en matière écologique. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Dallier pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Dans quelques minutes, le Sénat se prononcera sur cette première partie du projet de loi de finances pour 2019. Nous voici arrivés, malgré un calendrier un peu perturbé cette année, chacun sait pourquoi, malgré un atterrissage également un peu baroque. Il faudra chercher dans les annales du Sénat, c'est peut-être la première fois effectivement que nous ne nous mettons pas d'accord avec le gouvernement sur le chiffrage et les conséquences à tirer de nos votes, mais enfin, nous voici arrivés à la mi-parcours de ce marathon budgétaire. Comme nous l'avions annoncé, Monsieur le Ministre, nous considérons que ce budget a été construit sur des bases sincères, sur des hypothèses macroéconomiques raisonnables, même si la conjoncture semble se dégrader un peu en cette fin d'année. La majorité sénatoriale adoptera donc la première partie telle qu'elle l'a modifiée, et parfois même de manière consensuelle avec les autres groupes, presque la quasi-totalité des autres groupes, tant les votes ont dépassé les clivages sur un très grand nombre de sujets. Alors je ne vais pas les lister tous, je n'en ai pas le temps, mais j'en retiendrai 2. Le premier, bien sûr, c'est l'arrêt de la hausse des taxes sur les carburants, le gaz et le fioul domestique, avec la suppression de la nouvelle hausse prévue au 1er janvier prochain. Il ne s'agit là nullement d'une mesure opportuniste en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes. Je vous le rappelle, mes chers collègues, le Sénat n'a fait que confirmer ce qu'il avait dit l'année dernière. Nous avions, entre guillemets, malheureusement, prévu ce qui pouvait arriver en cas d'augmentation du prix du baril. Malheureusement, nous y sommes cette année et en plein milieu de l'examen de ce budget. Si notre groupe soutient la transition énergétique, il constate malheureusement une nouvelle fois que cette hausse de fiscalité est intégralement affectée au budget général pour 2019 et que les dépenses fiscales et crédits budgétaires relatifs à la transition écologique seront globalement en baisse l'année prochaine.
L'écologie ne peut pas, ne doit pas être la variable d'ajustement budgétaire du gouvernement sur le dos des Français. Ils l'ont compris, les Français, et Monsieur le ministre, ils ne le supportent pas. Depuis 2012, les classes moyennes sont les grandes oubliées des gouvernements qui se sont succédés. Et elles expriment aujourd'hui leur colère due à un ras-le-bol fiscal. Le mot est à nouveau sur toutes les bouches. Souvent peu habituées des manifestations, habitant les zones périurbaines ou rurales, mettre un gilet jaune est une façon pour elles de tenter de se rendre visibles aux yeux des gouvernants qui les ont oubliés ces dernières années, eh bien tout simplement parce que cette majorité était silencieuse. Amputer de nouveau leur pouvoir d'achat en 2019, non pas dans le but de favoriser l'écologie, mais en réalité de compenser l'absence d'efforts d'économie du gouvernement, est non seulement une faute politique, mais cela remet en cause notre pacte citoyen, car le ras-le-bol fiscal est tel chez les classes moyennes que c'est le principe même du consentement à l'impôt qui est menacé, et s'il est menacé, au bout du compte, c'est notre démocratie qui est menacée. Alors face à cette colère, la réponse du gouvernement nous a laissé assez pantois. Quand les Français demandent du pouvoir d'achat, le président de la République leur a parlé mardi de technostructures, d'experts, de nouvelles dépenses à travers la création d'un Haut Conseil pour le climat. La seule mesure concrète annoncée consisterait à stopper ou ralentir la hausse des taxes en cas de forte hausse du prix du baril, mais le flou le plus total entoure la mesure puisque même le Premier ministre n'a pas été capable d'expliquer comment fonctionnerait ce nouveau mécanisme. Alors dites-moi, si le Président et le Premier ministre ne sont pas capables de l'expliquer, comment voulez-vous que les Français le comprennent? Et il en est de même des parlementaires. Et pourtant, Monsieur le ministre, vous le savez, 8 Français sur 10, dans un dernier sondage, disent aujourd'hui attendre du gouvernement le gel de la hausse des taxes sur les carburants. Le Sénat a également unanimement voté une autre mesure, on en a tous parlé, présentée par l'ensemble des groupes politiques en première partie et qui va permettre de mettre fin à la fraude aux dividendes qui a été révélée le 19 octobre dernier seulement par un grand quotidien. La mesure est opérationnelle, nous l'avons dit. On l'a chiffré entre 1 et 3 milliards. Vous ne voulez pas donner de chiffres et malheureusement vous avez retenu 0. Voilà où nous en sommes. Mais nous comptons effectivement qu'elle sera mise en application et le plus tôt sera le mieux. Dans un même esprit de responsabilité, c'est dans cet esprit que nous aborderons la seconde partie. Alors, je m'arrête, Madame la Présidente, parce que je n'aurai plus de temps. En tous les cas, en seconde partie, Monsieur le Ministre, nous vous démontrerons que nous sommes capables de proposer des économies qui nous permettront de compenser en partie la dégradation du solde, parce que c'est toujours dans un esprit de responsabilité que le groupe des Républicains travaille. Il votera donc cette première partie. Merci. La parole est à Monsieur Julien Bargeton, pour 5 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le groupe La République En Marche s'abstiendra sur cette première partie. Elle a en effet été beaucoup trop bouleversée pour que nous puissions la voter, et en plus dans le sens du déséquilibre des finances publiques, contrairement d'ailleurs au discours que j'entends plus souvent de la part de la majorité ici, mais nous avons constaté l'inverse. Cela tient à plusieurs choses, et on a vu 4,7 milliards, dont notamment, c'est vrai, l'abandon de la trajectoire carbone, dont je rappelle, une fois de plus, qu'elle figurait dans tous les programmes des candidats à la présidentielle, et à laquelle vous avez renoncé sans aucune contrepartie dans cette première partie de la loi de finances en faveur de la transition écologique. Cela a été fait sans aucune contrepartie. Bien sûr, cette transition, on le sait, doit être accompagnée, et c'est d'ailleurs l'objet de la concertation qui s'ouvre. L'agenda social doit marcher avec l'agenda écologique, et notamment, moi j'estime que les banques, les acteurs financiers doivent prendre leur part, notamment en préfinançant une partie de cette transition écologique. C'est l'un des enjeux des concertations qui s'ouvrent. D'autres mesures ont eu tendance à aggraver le déficit et visiblement, je le dis, je vais essayer de le dire tranquillement pour ne pas trop provoquer, le compteur s'est un peu déréglé, peut-être était-il mal calibré, il s'est en tout cas emballé au fur et à mesure pour arriver à une situation inédite que j'ai qualifiée de baroque, mais je vois que ce terme a été repris, c'est-à-dire un article d'équilibre
en déséquilibre. C'est quand même, reconnaissons-le, assez particulier, assez inédit. Bon, ne reprochons pas tout et son contraire au gouvernement, et notamment la prudence et la sincérité. Oui, quand on vote une exonération en faveur des collectivités locales, il est normal qu'elle soit prévue dans le budget, parce qu'il faudra bien y faire face. Et au contraire, en matière de recettes, vous savez très bien que c'est plutôt l'inverse. Il faut être prudent en matière de recettes, et y compris sur le sujet de fraude fiscale. C'est ainsi que nous procédons dans nos collectivités locales. Vous savez que j'ai eu l'occasion d'être adjoint aux finances d'une très grande collectivité locale française, et c'était toujours comme ça que l'on faisait. On inscrit des recettes que quand elles sont certaines, pas parce qu'on attend d'un dispositif qu'il pourrait en ramener, mais en revanche, quand on sait qu'on a à faire une dépense, même une dépense qui peut être un imprévu, eh bien on inscrit dans le budget. C'est ce que fait le gouvernement dans son amendement. C'était vraiment pas justifiable de le rejeter. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans cette deuxième partie? Deux solutions. Il y a deux solutions. Ou bien il y a des coupes claires dans le budget, dans les missions, ou bien on laisse filer le déficit. C'est là où on est rendu aujourd'hui la majorité sénatoriale. Moi, c'est ce que je crains, c'est ça. Non, mais je crains des coupes claires, et notamment pour les agents publics. Bien sûr qu'il faut transformer l'action de l'État, il faut la transformer, il faut même la transformer en profondeur. Mais je crains de voir revenir des économies un peu faciles, récurrentes, dont on sait qu'elles pèsent toujours sur les mêmes et qu'elles ne produiraient pas les effets escomptés et que même elles seraient graves. Et vous allez être conduits à les amplifier, à les aggraver par ce que vous avez fait en première partie. Je le regrette. Et moi aussi, je lis les plateformes des Gilets jaunes. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit ça que nos concitoyens attendent. Aggraver le déficit de l'État alors qu'on dit le contraire. Couper dans les services publics. Vous allez être obligé de couper dans les services publics. Je ne crois pas que ce soit conforme à ce qu'attendent, y compris ce qu'on voit aujourd'hui sur le territoire, les souffrances qui s'expriment. Et c'est collectivement que nous sommes responsables. On s'accuse souvent les uns les autres de décalage avec l'opinion, avec les mouvements. Mais quand je vois ce qui s'est passé, j'ai plutôt tendance à nous alerter collectivement en responsabilité. C'est collectivement que nous envoyons finalement cette image d'être en décalage ou non avec ce qu'attendent les Français. Pour notre part, nous nous abstiendrons parce que nous ne pouvons pas faire chuter ce budget, mais je regrette vraiment la situation dans laquelle nous sommes arrivés et qui, à mon avis, n'a pas donné une image sereine de nos débats, contrairement à ce qui s'est passé avant, parce que nous votons quand même une première partie qui, d'un certain côté, ne tient pas compte de tous les amendements, et certains étaient intéressants, que nous avions votés avant. C'est dommage, je le regrette, et nous nous abstiendrons. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, la parole est à Monsieur Pascal Savoldelli pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos débats budgétaires sur le projet de loi de finances 2019 se déroulent dans un contexte inédit, avec le mouvement des Gilets jaunes qui fait descendre dans la rue des milliers de nos concitoyens, lesquels expriment pour la majorité d'entre eux un mal-être profond, une colère profonde. Nous avons regardé ce que disent les manifestants. J'ai pu lire. Je suis mère isolée, en charge de 2 adolescents. J'ai 2 emplois, je m'en sors pas. Un autre témoin nous explique. Je suis retraité. Je perçois 930 € par mois. Je n'arrive plus à joindre les 2 bouts. D'autres encore écrivent sur des banderoles. Nos campagnes meurent. Et la critique forte que nous porte est la suivante. Tous nous les portent. On ne nous écoute pas. Ce mouvement est-il une surprise? À nos yeux, évidemment non. En juin dernier, un grand quotidien du soir publiait une note confidentielle adressée à l'Élysée par 3 économistes de renom. Ces mêmes économistes de renom avaient inspiré le programme économique du candidat Macron. J'en cite quelques phrases. L'ambition émancipatrice du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de nos concitoyens, y compris parmi les plus fervents supporters de 2017. Les annonces du
projet de loi de finances vont servir de test. Si l'effort d'économie est reçu et perçu comme pourtant principalement sur les transferts, cela confirmera l'image d'un pouvoir indifférent à la question sociale. Je poursuis la citation. Le risque est que l'ambition transformatrice initiale soit rabattue sur un programme classique de réformes structurelles favorables aux plus aisés. Et enfin, on doit aussi amplifier le débat sur la taxation internationale et l'optimisation fiscale en poussant les projets de taxation des profits des multinationales fondés sur une répartition basée sur le chiffre d'affaires. Cette question était dans nos débats la nuit dernière, avec la non-réponse que la majorité a choisie. Chacun peut ici s'en rendre compte. L'alerte de ces 3 économistes lancée en juin était particulièrement pertinente. Alors pourquoi ce malaise s'exprime-t-il aujourd'hui avec autant de force parmi nos concitoyens? La fiscalité, dite écologique, a probablement joué un rôle déterminant. Sur les 9 premiers mois de l'année, les rentrées de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ont aussi bondi de 1,4 milliard d'euros, soit une hausse de 18%. Tandis que l'impôt sur les sociétés était en recul de 3,4 milliards, moins 19%, et que les autres impôts, principalement l'impôt de solidarité sur les fortunes, mais aussi les droits de succession et impôts sur les revenus du capital, vous connaissez le chiffre, ils ont baissé de 7,1 milliards, moins 25%. Quand même, on y voit clair là. De quoi vous en conviendrez? Nourrir le soupçon d'injustice fiscale. En février 2016, dernier point bas, et octobre 2018, ce sont les familles défavorisées qui ont eu à souffrir de la hausse de 26% du samplon 95 et 50% du diesel. Et je ne développe pas sur le clivage rural-urbain, sachant qu'un habitant de zone rurale dépense 6,6% de son budget en carburant, quand la moyenne est à 4,8%. Dans le mouvement de l'opinion publique, beaucoup d'idées s'expriment. Parfois, il faut le reconnaître, elles sont contradictoires. Mais cette notion d'injustice sociale et fiscale semble prépondérante. La suppression de l'impôt de solidarité sur les fortunes est pointée par un nombre de manifestants et dans l'opinion publique. Celle-ci restera, je vous le dis, Monsieur le Ministre, celle-ci va rester un marqueur fort et durable durant tout ce quinquennat. C'est un signal clair à l'endroit des plus privilégiés. En 2017, 358 198 redevables de l'ISF ont déclaré un patrimoine net taxable de 1 028 milliards d'euros. 1 028 milliards d'euros. La question n'est pas de détester les riches. Ce que nous combattons, ce sont les inégalités et l'injustice sociale. L'ISF avait rapporté à l'époque plus de 4,2 milliards d'euros, soit le montant équivalent quasiment des hausses des taxes des carburants. Mes chers collègues, dans ce même pays, la France, la pauvreté s'aggrave. Elle est en train de s'installer durablement, comme le souligne le rapport 2018 de l'Observatoire des inégalités sur l'état de la société française. Le nombre de personnes au seuil de pauvreté à 50% est passé de 4,4 millions en 2006 à 5 millions en 2016. Et 380 000 ménages supplémentaires sont désormais allocataires du RSA. La société est fracturée, de la fracture sociale de Jacques Chirac jusqu'à ceux qui ne sont rien et ceux qui réussissent du président Macron. Voilà l'état des lieux de notre temps. Ce budget n'apporte aucune réponse. Il va aggraver la situation. Nous voterons contre. Merci. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2019. Au terme de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va y être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 30 sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2019. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,
Nombre de votants 341. Nombre de suffrages exprimés 298. Pour l'adoption 206. Contre 92. Le Sénat a adopté. La première partie du projet de loi de finances pour 2019 est par conséquent adoptée et le Sénat pourra examiner les missions de la seconde partie à partir de demain vendredi 30 novembre 2018. Et voilà, le Sénat a adopté la première partie de ce budget 2019 et voté les impôts, les taxes qui formeront les recettes de l'État. Et les sénateurs vont s'attaquer dès aujourd'hui à la deuxième partie du budget 2019 qui concerne les dépenses de l'État et donc le budget accordé à chaque ministère. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur les chaînes parlementaires.